Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Il est 17h tout juste passé, bienvenue dans votre émission Le Magal West, c'est Lucie avec vous. On entame une nouvelle semaine d'émission aujourd'hui de 17h à 18h tous les jours, du lundi au vendredi. Au sommaire de votre Magal West de ce lundi 27 mai 2024, tout d'abord la météo. Aujourd'hui le soleil va se coucher à 21h53, on va donc gagner 2 minutes de soleil. Les informations locales avec Mathieu et notamment à la une, cette nouveauté sur le réseau des transports en commun de l'IA qui va subir de nombreuses modifications à partir du 1er juillet 2024. On fait le point avec Mathieu. On trouvera ensemble 3 événements pour occuper votre soirée et demain notamment avec notre agenda culturel. Côté musique, je vous présente le nouvel album de Bibi Club, Feu de garde, en partenariat avec la Ferrarock. Aujourd'hui en deuxième partie d'émission, je reçois Michel qui va nous régaler avec ses recettes sucrées et salées. Et puis Maxime sera là pour notre reportage du jour autour d'une exposition à retrouver au Havre. Bienvenue dans votre émission. Tout d'abord la météo. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va faire froid? Tout de suite réponse donc avec notre météo. Après un week-end assez ensoleillé pour samedi et assez nuageux pour dimanche, quel temps va-t-il faire pour cette fin de journée? Eh bien aujourd'hui au Havre, le ciel va continuer d'être voilé pour cette fin d'après-midi. Le risque de pluie est assez élevé. Actuellement la température est de 13 degrés, ressenti 11. Le vent devrait atteindre en moyenne les 23 km/h tournés vers le sud-ouest. En soirée, il y aura un ciel dégagé. La température va retomber à 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h tournés vers l'ouest. Demain mardi, le soleil se lèvera à 6h, se couchera à 21h54, ce qui signifie plus 1 minute de soleil. Demain matin, au Havre, à Montivilliers et à Sainte-Adresse, il y aura quelques nuages légers avec de multiples éclaircies. La température sera de 12 degrés, ressenti 10. La force du vent va osciller aux alentours des 22 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 87%. Demain après-midi, il faudra vous équiper en conséquence puisque c'est le retour de la pluie. La température sera de 14 degrés, ressenti 11. Le vent devrait atteindre en moyenne les 27 km/h direction sud-ouest. Et enfin demain en soirée, eh bien c'est la pluie qui vous attend à nouveau. La température va retomber à 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 11 km/h direction ouest-sud-ouest. Les informations locales, c'est donc avec Mathieu et à la une, ces changements sur le réseau de transport l'IA. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 27 mai. Le réseau de transport en commun géré par l'IA sur le territoire de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole évolue à partir du 1er juillet 2024. L'IA assure vouloir proposer une offre plus complète de transport et cela passe par plusieurs modifications. Le tramway sera accessible de 5h du matin à minuit 30 tous les jours avec une fréquence entre 5 et 10 minutes. L'offre de bus, quant à elle, sera renforcée avec la création d'un groupe de lignes structurantes, les lignes Chrono-LIA de C1 à C8. Des liaisons plus directes entre Le Havre et les communes de Cricto-Lesneval et Saint-Romain de Colbosc sont prévues et à partir de septembre 2024, 2 nouvelles lignes vont être créées, la ligne 11 et la ligne 11 Express qui iront toutes les deux de la gare du Havre à Montivilliers et qui compenseront la fin d'exploitation de la LER. En faisant de l'IA le premier réseau urbain de France 100% vélo compatible. À terme, toutes les lignes pourront accepter des vélos à bord. Cet engagement sera réalisé dès 2024 sur la ligne C3. C'est une subvention exceptionnelle qui va être mise au vote aujourd'hui au conseil municipal du Havre. Les élus devront se prononcer sur l'attribution de 849 306 € à la société anonyme sportive professionnelle Havre Athletic Club, le HAC. Une somme impressionnante pour des enjeux qui ne le sont pas moins. En effet, le centre de formation des jeunes du HAC Football est reconnu au niveau national et international pour la qualité de son travail auprès des futures joueuses et joueurs internationaux. Mais
Le Hac pourrait bien perdre son agrément si des travaux d'envergure ne sont pas réalisés pour réhabiliter le site. C'est en tout cas ce que la Fédération française de football, qui fixe les critères d'agrément, a indiqué au club. Au Havre, depuis la fermeture il y a plusieurs années en centre-ville du magasin Interiors, la marque était devenue invisible, juste un siège social dans le quartier d'entrepôt du boulevard Jules Durand, derrière la grille désormais définitivement fermée. Selon nos confrères de Ouest France, le tribunal de commerce du Havre en a décidé la liquidation définitive, en d'autres termes la fin de l'activité d'Interiors. L'entreprise en cessation de paiement depuis le 1er avril avait été placée en liquidation judiciaire le 26 avril. Elle devra se résoudre à licencier ses 180 salariés et fermer ses 30 magasins, dont celui de Rouen. Le Polinarium Sentinelle est installé à l'entrée nord des jardins suspendus du Havre depuis 2016, un outil thérapeutique à destination des professionnels de santé et des personnes allergiques au pollen, graminées, herbacées, arbustes et arbres. Les principales espèces de plantes les plus allergisantes sont rassemblées au sein du Polinarium. Les plantes et les arbres sont observés quotidiennement par les jardiniers afin de déterminer les dates précises de début et de fin d'émission des pollens. Des informations transmises en temps réel aux patients allergiques et aux professionnels de santé inscrits à la lettre de diffusion alerte pollen envoyée par l'Observatoire de la qualité de l'air en Normandie. À partir de là, les personnes allergiques peuvent commencer un traitement en vue d'endiguer les premiers symptômes. Le nombre de personnes atteintes d'allergie est en constante augmentation depuis 20 ans. Et enfin, Éco-Choix, une association de défense de l'environnement basée à Saint-Romain-de-Colbosc, organise le vendredi 31 mai à partir de 18h un café-débat autour de l'objectif zéro artificialisation nette des sols. La loi climat et résilience du 22 août 2021 a posé un objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Cette loi vise à mieux prendre en compte les conséquences environnementales lors de la construction et de l'aménagement des sols, sans pour autant négliger les besoins des territoires en matière de logement, d'infrastructures et d'activités. Le débat sera animé par Damien Deville, anthropologue du vivant et docteur en géographie, et Laetitia Sanchez, conseillère régionale de Normandie. Des élus locaux seront également présents, dont la participation de François Aubert, maire de Saint-Jouin-Bruneval. Il est 17h03, tout juste passé sur Westrack Radio. On retrouve tout de suite des événements pour prolonger un petit peu ce week-end avec notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Premier événement ce soir à Sainte-Adresse avec une conférence autour de la liaison entre les écoles francophones du Liban et de Sainte-Adresse. Le directeur du collège interviendra en visioconférence. C'est ce soir à 18h30 à la maison de l'église de Saint-Denis, 2 bis rue de l'Arbre. C'est un événement gratuit ouvert à tous sans réservation dans la limite des places disponibles. Au Havre, une visite thématique des jardins suspendus demain. Les jardins suspendus comprennent plusieurs collections végétales qui nécessitent différentes méthodes de gestion. Grâce à ces visites thématiques, allez à la rencontre des jardiniers botaniques. Ils vous expliqueront la gestion au quotidien de ce jardin d'exception. Rendez-vous demain à 14h à l'entrée des serres des jardins suspendus. Réservation obligatoire. C'est gratuit, mais vous réservez au 02 32 74 04 33. Et dernier événement, rencontre avec Philippe Garnier. Né au Havre, Philippe Garnier a été le premier rock critique de sa génération. Longtemps journaliste à Libération, auteur de plusieurs livres sur la musique et le cinéma, traducteur de nombreux écrivains américains. Il vit en Amérique depuis plus de 40 ans. Autour du livre 9 mois, récit pudique et touchant, il fera une courte rencontre qui sera suivie de signatures. C'est à 18h à la Galerne, inscription en ligne. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Feu de garde de BB Club est sorti le 10 mai 2024. Chez Secret City. Été 2022, une femme s'installe sur un banc posé au coin d'une rue anonyme. Londres, Brighton, Paris, Montréal, forêt d'épines. Derrière elle, les décors et les visages se superposent, se fondent les uns aux autres. Des mots se détachent de la rumeur intime de son monde. D'où vient sa voix? De quel creux du ventre ou du cœur? De quelle noirceur? Avec Feu de garde, nul ravage à l'horizon. Les flammes entretenues avec soin par les bibis éclairent, réconfortent, animent. C'est comme ça que naît Feu de garde, album sorti le 10 mai 2024.
hypnotisante, traversée ou cohabitant des vertiges, mystères et transformations, Feu de garde tend la main à celles et ceux qui ont croisé la route. À la route, elle aime malgré ses dangers. Le duo formé d'Adèle Trottier-Rivard et de Nicolas Bast parcourt territoires sensibles et physiques, traverse inconfort et obstacles avec une radicalité bienveillante, intense et crue. Sous la plume du duo, la magie s'empare de l'eau hostile. La poussière du béton de la ville se transforme en un sentiment qui réactive les joies de l'enfance. Avec ses rythmes enlevants, Feu de garde brosse le tableau de leur prouesse créative et de leur engagement à repousser les limites du genre. Le 10 mai 2024, BB Club a dévoilé son album Feu de garde, album mis en valeur par la Ferrarock du 27 mai 2024 au 2 juin 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. BB Club pour votre découverte Ferrarock de cette semaine avec 2 titres de leur nouvel album Feu de garde, c'était Parc de Beauvoir et La Terre, découverte à retrouver dès mercredi puisque demain ce sera un nouvel artiste à découvrir dans le Mag à l'Ouest. Dans un instant, on retrouve Michel, notre cuisinier, pour nous parler de recettes à la fois sucrées et salées. Juste avant, on retrouve Maxime pour un reportage autour de l'exposition Giovanni de Verrazzano sur Westrack. Je vous invite à venir découvrir l'exposition extérieure Giovanni da Verrazzano du Havre à la baie de New York, à l'occasion du 500e anniversaire de l'arrivée de ce navigateur dans la baie de New York depuis le Havre.
Elle se situe à l'hôtel du Bocage de Bléville au Havre et vous pouvez venir l'apprécier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jusqu'au 22 septembre. Vous pourrez en apprendre plus sur une partie de la mémoire havraise. Le directeur des archives municipales du Havre, Pierre Beaumont, ainsi que la conservatrice du fonds patrimonial à la bibliothèque Armand Salacrou, Lucie Laguet, sont venus nous partager leur savoir et leurs connaisses sur le sujet. Lucie Laguet, je suis conservatrice à la bibliothèque patrimoniale du Havre. Pierre Beaumont, directeur des archives municipales. Et vous avez déjà eu affaire à Westrack Radio dernièrement, non, Lucille? Oui. Ouais, pour l'exposition les salles bêtes. Animaux malinés. Exactement. Exactement. Qui est toujours ouverte. Qui est toujours ouverte. Bah, super. Bah, elle est toujours diffusée aussi sur Westrack Radio. Est-ce que l'un de vous deux peut me présenter l'exposition avec ses mots Alors l'exposition, en fait, elle présente l'expédition de Giovanni da Verrazzano, qui est parti du Havre pour découvrir le premier la côte est de l'Amérique du Nord, donc les actuels États-Unis. Et le premier Verrazzano a atteint le site actuel de New York il y a tout juste 500 ans. Donc c'est pourquoi la ville du Havre a souhaité rappeler l'importance de ce moment de l'histoire havraise et américaine. L'hôtel du Bocage de Bléville, donc c'est un des 3 musées d'art et d'histoire de la ville du Havre, avec l'abbaye de Graville et la maison de l'armateur. Okay. Donc on est dans le quartier Saint-François et c'est l'ancien hôtel particulier de la famille du Bocage de Bléville, d'où le nom donné au lieu. Et donc du Bocage de Bléville, c'était un négociant armateur havrais. Et le musée a accueilli, comme le signalait, l'an dernier l'exposition sur l'esclavage, Fortune et servitude. Oui, vous avez participé. Voilà. Donc vous travaillez souvent forcément avec cet endroit, non? C'est nouveau. Ok. Mais c'est très bien. La difficulté, en fait, c'est que l'exposition ne pouvait pas avoir lieu à l'intérieur de l'hôtel du Bocage en raison des travaux et de l'indisponibilité des salles, en fait. Il n'y avait pas de possibilité d'accueillir une exposition permanente dans les salles du musée. Donc c'est la raison pour laquelle l'exposition est uniquement visible sur panneau dans la cour du musée. Et c'était des travaux juste pour rénover l'endroit ou des travaux pour une prochaine exposition? Alors ce sont des travaux beaucoup plus importants, puisque l'objectif c'est de repenser le parcours permanent des salles d'exposition. Qui en est à l'origine tout simplement, et du coup c'est dans quel objectif? Du coup je suppose que c'est pour un objectif de mémoire de l'histoire havraise, mais qui en est à l'origine? C'est une demande de nos élus. Donc de pouvoir travailler sur ce sujet de manière à rappeler effectivement les 500 ans du voyage de Verrazzano. Et le voyage de Verrazzano, c'est aussi un élément important à savoir, c'est une expédition qui a longtemps été complètement oubliée. L'histoire de Verrazzano a été redécouverte par les historiens dans les années 1950, et très vite les New-Yorkais s'en sont emparés, puisqu'en fait à l'époque on a beaucoup d'immigrés italiens new-yorkais, et évidemment le fait que une personne d'origine italienne, Verrazzano, ait découvert New York, ça avait beaucoup de sens dans les années 1950 à New York. D'accord. Et le Havre n'est pas la seule ville à commémorer cet anniversaire. L'anniversaire est aussi commémoré par New York et par la ville d'Angoulême. Okay. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, le 17 avril, il y a eu une cérémonie à New York, à Battery Park, au pied de la statue de Verrazzano. Okay. Cérémonie à laquelle ont assisté la gouverneure de New York, le maire d'Angoulême et le maire du Havre. Une exposition permanente sur cet explorateur à New York, ou il y a juste une statue? Alors il y a cette statue et l'exposition sur panneau qu'on peut voir au Havre actuellement sera aussi visible au consulat de France à New York. Ok. Donc un double de l'exposition est aussi disponible pour les New-Yorkais. Se rendent à New York, qui pourront faire un petit tour au consulat. D'accord. Je crois qu'il est prévu une traduction anglaise aussi, parce que c'est un peu nécessaire. Du coup, l'exposition se compose de 10 panneaux illustrés accessibles à tous en extérieur. Et j'ai cru comprendre que vous deux, vous avez apparemment participé à l'écriture
d'une partie des textes, ou même de l'ensemble, je ne sais pas, vous allez me dire. D'une partie. Et est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre travail sur ces textes et votre implication dans cette partie du projet ? Alors, on a réfléchi tous ensemble à construire un propos et ensuite on se l'est partagé selon nos spécialités respectives. Donc c'est vraiment un travail collectif qui a été réalisé, auquel ont participé donc Pierre Beaumont et moi-même, mais aussi Dominique Rouet qui est directeur du réseau des lectures publiques, et également Emmanuel Vagnon qui est chargé de recherche au CNRS et qui a travaillé, qui est vraiment une grande spécialiste de la cartographie médiévale et du début de la Renaissance. D'accord. Voilà. Donc on a aussi cherché à s'entourer de spécialistes. C'est ce qu'a dit Lucille. En fait, l'idée c'est qu'on apporte chacun en fonction de nos connaissances les sujets qu'on avait déjà travaillés, et également parce que je trouve que c'est un très belle réussite de l'iconographie sur une période où il est quand même plus difficile d'avoir des illustrations. On a, je trouve, des panneaux qui sont très bien illustrés, avec notamment des reproductions de cartes de l'époque, de gravures, qui nous permettent d'imaginer ce qu'était le Havre à l'époque, ce qu'étaient les navires à l'époque, ce qu'était la connaissance aussi du monde des hommes du XVIe siècle. Donc là, je pense que c'est aussi au-delà du contenu, au-delà de l'écriture, il y a un côté attrayant dans cette réalisation. Ok. Et ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez sur ce projet en fait? Ça date de quand? C'est en septembre. Oui, en fait, c'est un projet qui a été quand même mené assez rapidement là. C'est quoi les moments clés dans l'exposition, des moments que vous avez beaucoup en tête? Peut-être que pour les auditeurs qui ne connaissent pas Giovanni da Verrazzano, il faudrait rappeler de qui on parle. Enfin, je propose tout simplement parce que c'est bien de commencer par l'évidence. Donc Giovanni da Verrazzano, sa famille est d'origine toscane. Il est né vers 1485, on ne sait pas exactement. On ne sait pas non plus exactement où il est né d'ailleurs. Peut-être en Toscane, peut-être à Lyon. On sait qu'il a passé une partie de sa jeunesse en France en tout cas. Et c'est quelqu'un qui a de multiples talents. Il a une éducation très soignée. Quand il écrit vraiment comme un lettré. Il a de très bonnes connaissances commerciales. Ça tient aussi à son réseau. Il connaît des banquiers italiens. Il est lié aussi aux banquiers, et aux commerçants lyonnais et rouennais. Il a aussi une expérience en tant que navigateur. Il a navigué sur les côtes de Méditerranée. Donc quelqu'un quand même qui très jeune a une palette de compétences assez impressionnante. Et puis à l'époque, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement les Italiens ont des compétences en navigation. On peut penser notamment à Christophe Colomb qui était lui-même génois, mais il y a aussi évidemment une effervescence intellectuelle, la Renaissance, et également depuis très longtemps et une richesse, notamment de la Toscane, une richesse financière, donc qui évidemment permet de porter des projets, des expéditions qui ont essentiellement pour but le commerce et non pas l'exploration au sens où on l'entend aujourd'hui. En parallèle de l'exposition, du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait une conférence qui sera proposée le jeudi 30 mai. En fait, ce qui est important, c'est que le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen travaille des années sur l'expédition de Verrazzano et qu'il reconstitue en fait des maquettes de la Dauphine, le navire qui a servi à Verrazzano pour atteindre la côte de l'Amérique, et qu'en fait, aussi spécialistes du sujet, et ils vont pouvoir intervenir, ce qui est très bien. D'accord. Vous savez si la conférence elle est ouverte à tout le monde? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. En quoi c'est intéressant en quelques mots? Comment vous la vendriez? Tout le monde connaît New York. Je pense que c'est une ville qui fascine.
Et c'est assez étonnant de se mettre dans la peau d'un homme de la Renaissance il y a 500 ans. Qu'est-ce qu'il a vu il y a 500 ans et quelle était son expérience. Et grâce à cette exposition, on peut découvrir en fait son témoignage sur le site de la future New York. Voilà le premier regard d'un Européen sur le site de New York. C'est ça qu'on peut découvrir dans cette exposition. Les motifs de l'expédition sont essentiellement des motifs commerciaux. L'objectif est essentiellement de trouver une route plus directe vers l'Orient et commercer plus facilement avec l'Asie. Donc il faut savoir qu'au XVe siècle, les routes vers l'Orient passent essentiellement et exclusivement par la Méditerranée et profite principalement aux ports italiens et au premier chef à Venise. L'Espagne et le Portugal au XVe siècle vont chercher à concurrencer les ports italiens en trouvant d'autres routes et vont se lancer à l'assaut du monde, comme chacun sait. Et Bartolomé Diaz va contourner l'Afrique en 1488 parce qu'on l'a oublié, mais avant 1488, on ne sait pas quelle forme a l'Afrique. On ne sait pas s'il s'agit d'une péninsule ou bien si l'Afrique touche l'Asie et l'océan Indien est peut-être fermé. On ne sait pas du tout. Donc c'est une première grande découverte. Et ensuite, en 1492, bien sûr, Christophe Colomb va atteindre les îles qu'on appelle aujourd'hui Bahamas. Suite à ces premières explorations, le Portugal et l'Espagne vont se partager le monde dans un traité qui s'appelle le traité de Tordesillas, 94. Et évidemment, ça ne va pas être au goût des autres puissances européennes et François Ier va vouloir aussi avoir sa part du monde et il va encourager des expéditions vers ce nouveau monde, vers ces nouvelles routes rapides, qu'on espère rapides vers l'Orient. Donc en fait, quand Verrazzano part du Havre, son objectif c'est pas tant de trouver de nouvelles terres à conquérir ou à coloniser, ça va être un but finalement qui viendra bien plus tard. Son objectif, ça va être de trouver plutôt une route rapide vers l'Orient et ces marchandises qu'on peut revendre très cher et sur lesquelles on peut faire des gains fabuleux. Les épices, les soieries, les mousselines, les porcelaines et autres biens. Pour concurrencer aussi du coup la puissance portugaise et espagnole. Absolument. Bien sûr. Merci à Pierre et à Lucille pour ce partage et pour avoir participé à la création de cette exposition. Vous avez jusqu'au 22 septembre pour en profiter à l'extérieur de l'hôtel du Bocage de Bléville au Havre. La musique avant de retrouver Michel, notre invité du jour, c'est Pokey Lafarge et son nouvel album Ramba Country. Ils viennent de sortir un nouvel album et un nouveau titre, One You Want Me, c'est une nouveauté sur Westrack. Et juste après, on met les tabliers. On va en cuisine avec Michel qui va nous proposer ses recettes à la fois sucrées et salées. Strings in motion, it's 5 o'clock near the ocean. We play 4 bars till the chorus. We got 3 voices to join us, but I got to say one thing to you. Just like a summer day that never fades, we'll stay hotter than a new dance craze. There is one you, one me, and we've got a love that will always be la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Like a foot's made for walking and a mouth's made for talking, I can't stop my heart from singing. So open your ears and listen, 'cause I got to say one thing to you. Just like a summer day that never fades, we'll stay hotter than a new dance craze. There is
Project Jiminy et son titre Color and Light. Vous êtes toujours à l'écoute de West Track Radio et le Magal Ouest et on entame notre partie cuisine de cette émission. Partie cuisine bien sûr avec notre invité Michel, vous le connaissez, il vient nous rejoindre tous les lundis pour nous donner très faim avant l'heure du repas. Et aujourd'hui, je crois que Michel, tu as décidé d'arrêter de faire la team sucré-salé, puisqu'on sait que toi, tu es un grand gourmand. Là, tu réconcilies les deux avec le sucré-salé. Bonjour Lucie. Bonjour, comment ça va ? Fusion sucré-salé. Pour la petite histoire, ça existe depuis quand ? La nuit des temps. Pourquoi ? Parce qu'on utilisait le sel et le sucre comme moyen de conservation. Je m'explique, on avait tendance à mettre un peu de sel sur les fruits qu'on voulait conserver, donc on avait déjà des desserts des fois qui avaient cette pointe un peu salée, et on mettait des fruits aussi dans des plats courants, genre une terrine, etc. Parce qu'on n'arrivait pas à conserver les fruits, donc fallait les consommer rapidement. Donc ça existe depuis la nuit des temps. Il y a eu une grande période jusqu'au 17e, 18e siècle où là on a commencé à Monsieur Escoffier et compagnie, ont décidé de réglementer, la cuisine c'est sérieux, c'est une brigade, c'est une armée, machin, de codifier. Ils ont dit non, si on met du sel, on met pas de sucre, et si on met du sucre, on met pas de sel. Donc ça a été passé de mode jusqu'au 19e, 20e siècle. Donc on a fait une petite pause de 1 ou 2 siècles, en gros. Heureusement, il y a eu des fous, genre Pierre Hermé. Alors Pierre Hermé, c'est un grand chocolatier, pâtissier, qui est toujours vivant. Ouais, il doit avoir la soixantaine maintenant. Issu de l'école Le Nôtre. Il y avait trop de haut avec des accents. L'école Le Nôtre, et ce monsieur, on l'appelait un peu le Picasso de la pâtisserie, parce que lui, il mettait des légumes dans ses desserts. Il était un peu foufou et comme des étoiles. Un nom connu, reconnu maintenant à travers le monde. Et donc le sucré-salé, ça a toujours existé. Je vais dire même localement, là, au cœur de notre Normandie, tu vas voir, on va parler plein de trucs que tu connais déjà, au final. Oui. Le boudin aux pommes, tu vois, le lapin au cidre. On met du sucre un peu partout, que ça soit au niveau occidental, asiatique. Cuisine asiatique avec du sucre dedans, ça dérange personne, quoi. Bizarrement, on retrouve ça aussi en Amérique. Alors les Américains, Amérique du Nord, c'est les spécialistes, ils foutent du sucre partout. Ouais, mais Amérique du Sud aussi, on peut retrouver des fruits mélangés sur certaines entrées, certains plats. Donc c'est vraiment universel. Je veux dire, même continent africain, Afrique du Nord, un tagine. Voilà, c'est obligatoire. Il va y avoir des abricots, du raisin, des fruits secs dans ton taboulé, tu vois. C'est un classique. Mais même si on va un peu plus dans l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale ou l'Afrique du Sud, banane plantain, la patate douce, manioc, tout ça, ça a toujours des notions de sucré salé qu'on retrouve rapidement. La cacahuète, qui est beaucoup utilisée aussi en Afrique et en Asie. Voilà, le sucré salé, c'est universel. C'est au début un rapport historique et en final, on s'en rend pas compte, mais on le fait quotidiennement. Est-ce que après, tu sais à quelle période ça a été un peu désigné, ce truc que l'entrée, le plat c'est assez salé et le dessert c'est sucré? Ah mais c'est vraiment le 18e, à ce moment-là où ils se sont dit on va arrêter de mélanger? Il y a deux... C'est 18e, c'est quand on a voulu codifier, c'est Escoffier principalement, c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle la cuisine moderne, c'est-à-dire de structurer la cuisine en disant il y a un chef, il y a un sous-chef, la notion de brigade, et aussi de dire il y a les potages, il y a les entrées, les hors-d'œuvre. Voilà, on classifie tout ça, il y a les crudités, les cuidités, et c'est lui qui a codifié la cuisine française. On le remercie, mais maintenant on a tendance à en sortir, quoi. On s'en fout un petit peu. Au bout d'un moment, voilà. Voilà, ça évite entre autres de taper sur les stagiaires, ça évite de hurler en cuisine. Voilà. On sent un peu de ces structures hiérarchisées pour
pour travailler en équipe, voilà. Et du coup, ça s'en ressent dans la cuisine où la petite folie du stagiaire qui est d'origine de Côte d'Ivoire va dire ouais, vous connaissez l'hibiscus, on pourrait en mettre, et voilà, et boum, une pointe florale sur une entrée, une petite pointe de miel, etc. Et c'est comme ça que les échanges se font. Maintenant, c'est plus, on est ouvert aux autres et c'est plus cool, quoi. C'est voilà, pour le petit aparté. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange? Alors, les grands classiques. J'allais dire, il fait beau. Bon, on s'est pris une grosse averse tout à l'heure. Bon, c'est pas Là, il grave, fait beau. voilà. Là, ça y est, c'est revenu. Non, je vais revenir sur un classique que moi j'aime beaucoup. Salade Florida. Si on a du beau temps et vraiment c'est le truc sympa. C'est cœur de palmier. Ça, déjà, on est déjà sur quelque chose d'un peu exotique. Tomate, avocat. Là, on s'éclate vraiment avec ces légumes d'Amérique du Sud, du maïs si on veut. On évite la macédoine de mamie, quoi. Enfin voilà, le truc un peu trop années 70. Et où est le sucré? Alors là, il y a 2 apports en sucre. Notre fameux ketchup qu'on mélange avec une mayo. Okay. Une petite pointe de cognac pour mettre un coup de pied au cul dessus, un peu de piment. C'est ce qu'on appelle la sauce cocktail, normalement, pour les crevettes cocktail. Ça, c'est au niveau de la sauce. Donc là, le ketchup va ramener du sucre. Et surtout, l'ingrédient qui va être le plus sympa, salade Florida, parce qu'on va mettre des oranges. Donc on lève des morceaux d'orange dessus. Et là, le mélange, il est vraiment... c'est fruité, t'as le gras de l'avocat. Le cœur de palmier, c'est un peu fadasse, on va dire, mais ça va être boosté par la tomate, la sauce. Après, en plus, là, c'est chouette, on est vraiment sur quelque chose de végétarien. Donc ça, c'est assez cool. Bizarrement, pareil, dans ces entrées, il faut pas oublier que si on amène des fruits secs, etc., on va avoir des apports super bons pour l'organisme, que ça soit, je repense, une petite salade, c'était sur une base de quinoa, noisettes, courgettes, et qu'est-ce que je mettais? Ça y est, ça m'échappe. Mais ouais, je partais sur une base de quinoa, courgettes coupées en petits dés, noisettes, raisins frais. Et ça, le petit mélange, et je faisais une petite vinaigrette sur une base avec du jus d'orange à la place du vinaigre. Donc toujours pour amener le fruit. Le truc sympa, c'est que si on veut, une petite tartine de chèvre frais avec, ça claque bien en plat en plus, parce que avec le quinoa, c'est quand même assez lourd. Moi, je m'amuse aussi, alors les fruits, il y a quand même des exceptions. Les fruits rouges, c'est compliqué. J'ai vu quelques recettes avec les fraises. Moi, j'ai un petit blocage quand même sur la fraise avec le salé. Je trouve que c'est quelque chose, je sais pas, peut-être noble. Je trouve que ça a suffisamment de parfum, d'arôme et que ça suffit à lui-même. Et je trouve que j'ai pas trouvé d'association, ou alors que végétale. Mais faut pas associer ça à un poisson ou enfin la fraise, je vois ça pas du tout avec aucun autre aliment que seul. Alors que bizarrement, on peut s'amuser peut-être avec de la framboise. La framboise se marie très bien sur tout ce qui est plantes sauvages, genre une petite salade de pissenlit. On peut imaginer mettre 2-3 mûres, 2-3 framboises. Surtout si on vivifie tout ça avec un petit vinaigre justement à la framboise. Ça fait un rappel, on ramène de l'acidité, ça va casser le sucre. Les contrastes dans les goûts et les saveurs, il faut jouer avec ça. Si c'est trop sucré, on peut ramener un acide, ça va casser le sucre. Dans les choses comme ça, assez amusantes, en entrée, dans les classiques, il y a le fameux croissant au jambon, qui peut être le plat principal, mais les mini croissants au jambon, on est quand même sur un salé sucré. On peut faire la version poisson au saumon. Ça, c'est la version luxe, même au saumon fumé. La version, pareil, végétarienne, avec un simple fromage. En plus, on peut aller sur un truc un peu italien, où on va ramener en plus du fruit sec, aller sur une petite burrata, ce fromage qui coule légèrement. Petit pesto, et là, on peut s'amuser. Là, j'ai redécouvert un pesto ail des ours avec de la pistache. Je trouve que ça pourrait être pas mal là-dessus. Et ramener des petits morceaux de pistache grillés, torréfiés dessus. Donc pareil, là, on est encore sur le salé sucré.
Les brioches, les mini brioches, ça aussi, c'est un fourre-tout. Vous commandez des mini brioches chez votre boulanger, vous enlevez le petit chapeau, on creuse avec une cuillère, et là vous vous amusez. Ça peut être vraiment que végétarien, sur une base fromagère par exemple. On peut faire un œuf cocotte dedans. On peut aller sur quelque chose crudité, donc on l'utilisait que en récipient. On n'est pas obligé de le repasser au four. Ça c'est pas mal. C'est voilà. Là on est un petit peu sur les plats hivernaux d'hiver. Moi ce que j'aime bien aussi, c'est en été. Alors c'est amusant, c'est des fruits que généralement on néglige parce qu'on les trouve pas terribles, mais genre la pastèque. Ah oui, mettre des morceaux de pastèque dans une salade composée tout de suite, voilà, ça va ramener un peu de sucré en douceur, parce que bon, sinon il y a le fameux melon jambon, quoi, melon saumon, melon au porto, on peut s'amuser là-dessus, mais la pastèque, ouais, des petites billes de pastèque dans une salade composée, celle qu'on a l'habitude de faire d'habitude, je sais pas, prendre un stéréotype, la salade frisée, lardon, œuf poché, avec la petite tartine fromagère, bah, des petites boules de pastèque, ça claque. Pareil, la grenade, fruit pareil, souvent qu'on néglige parce qu'on le mange pas naturellement tout seul comme ça. On l'associe souvent à une salade de fruits. Là, pareil, la pastèque, la grenade, égrener quelques grains de pastèque, ça va ramener du croquant. Ça évite de mettre du maïs, souvent OGM. Voilà. Petite grenade, des petits morceaux de grenade, ça peut être rigolo. Surtout, ça incite les enfants à manger le sucré salé. Il y a toujours la team, non, faut pas que les enfants mangent du ketchup. Si ça leur permet de bouffer leur haricot vert, laissez-leur mettre du... tout petit peu. Ouais, voilà, faut... Ou du ketchup fait maison, hein, c'est... Ouais, Voilà, si on veut rester dans le côté propre du produit. Toujours dans le sucré salé, faut pas négliger, c'est par exemple les sucres naturels, le miel, le sucre le sirop d'érable, c'est pour ça que je trouvais pas, c'est pas un sucre, c'est un sirop d'érable, le miel, et il y en a d'autres, il y a du miela, etc., le sucre de canne, on peut vraiment s'amuser. On va partir à Amérique du Nord, mais les pancakes, un œuf au plat, un morceau de bacon et un petit peu de sirop d'érable dessus, ça matche bien le matin au petit-déj quand même. Voilà, le sucre, il est un petit peu présent. Les confitures aussi, on joue beaucoup, alors là je vais aller dans le luxe, mais le foie gras, on associe souvent un fruit au foie gras. C'est pour casser justement cette notion de gras, pour rehausser le foie gras, donc souvent associé à la figue, mais on en a déjà parlé, la pêche, ça fonctionne. Une confiture, on peut mettre un petit peu une marmelade d'orange sur le côté, ça marche très bien. Là, on est encore dans l'ambiance Noël, mais ça marche aussi sur un petit filet de rouget. Voilà, on prend une petite gelée de groseille, on badigeonne, on passe ça au four sur son petit filet, on va avoir un petit peu de sucré, mais sans exagérer. Le but non plus, c'est pas que ça soit que du sucre, c'est jouer sur le contraste, sur le iodé. Alors, sur les fruits de mer, ça marche, hein, sucré-salé. Je parlais tout à l'heure des crevettes cocktail, on est dedans. Hein. Alors là, il faut aller sur les cuisines un peu créoles. L'ananas avec le poisson, la noix de coco, citron vert sur certains poissons blancs. Ça, c'est super sympa. En salade aussi. Sur les entrées froides, j'ai presque fait le tour, mais faut aussi aller aussi sur la cuisine asiatique. Moi, j'aime beaucoup parce que ils associent. Alors, c'est le soja sucré est une invention française. On est bien d'accord. Donc, je parle pas du tout de cette saveur-là. C'est un sucre de caroube, ce qu'on appelle. C'est un sucre un peu noir. On appelle ça le goudron dans le Nord, c'est un sucre cuit, caramélisé, qu'on utilise ou sinon à défaut un miel. Un miel fonctionne très très bien, et sur des petits samosas, genre un petit samosa aux chèvres, un petit peu de sirop sur le dessus, et voilà, avant de griller, ça caramélise sur le dessus, on amène un goût sucré. Salade fromagère, c'est souvent associé au fromage, le sucre.
Truc tout bête, un grand classique, salade d'endive bleu, un bleu genre Roquefort ou bleu Gex ou bleu d'Auvergne, quelques noix et une pointe de miel, ça marche très très bien. La tartine de camembert au miel et au poivre, c'est un grand classique aussi. Voilà, en entrée sur le sucré, on peut vraiment s'amuser et innover. On peut prendre sa recette classique et rajouter la petite pointe de sucre qui va ramener un peu de douceur et un peu d'exotisme. Donc ça, c'est pour les entrées. Ouais. On va se laisser un petit titre avant de retrouver pas de souci. les plats et à la fois sucrés et salés. Le titre que je vous propose d'écouter s'appelle It's Been a While et le groupe c'est les Desert Mambas, mais on va aborder plutôt les plats tout à l'heure. Wild à l'instant sur West Track Radio. Vous êtes à l'écoute du Magal West et nous sommes dans notre partie cuisine. On navigue entre les entrées, les plats, le tout mené par Michel, notre cuisinier, qui nous emmène au cœur du sucré, du salé, le beau mélange. Ouais. Et là, on attaque les plats. Les plats de résistance. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu ? Alors, dans les plats, je vais en parler quand même. Je vais pas vous expliquer la recette, mais le canard à l'orange, c'est vraiment dans la gastronomie française la référence parce que ça date 17e, 16e, 17e siècle. Je sais plus c'était qui cette dame, une aristocrate qui avait été volée la recette en Italie à Florence. D'accord. Voilà, elle a ramené ça en France et à l'époque c'était la mode dans l'aristocratie de manger salé sucré. Sinon, on l'a fait il y a pas très longtemps. Pour rappel, la petite brochette de canard aux pêches. Voilà, on est pile dedans. On en a quoi. parlé il y a quelques semaines. Magret, brochette de magret de canard. Voilà, les barbecues, si on peut, entre deux averses, on peut caler un barbecue. Ça fonctionne bien. Dans les trucs que moi j'aime beaucoup, c'est la carbonade flamande. Il y a du pain d'épices dedans, il y a du miel, voilà, on rajoute la vergeoise, le sucre du Nord, le sucre roux du Nord. Voilà, on est sur des pointes sucrées comme ça. Un entre-deux, je reviens sur le magret de canard, qui est pas mal. C'est badigeonner son magret avec un peu de miel au fur et à mesure, façon canard laqué. Alors ça, le canard laqué, j'en rêve, j'en fantasme. J'en ai fait, c'est long à cuire, mais c'est franchement bon. C'est trop technique. C'est bon, pour en parler, parce que c'est un canard auquel on décolle la peau. Et ensuite, la grimace de Lucie, dès qu'on touche à nos pauvres bêtes. Non, mais le côté sympa, c'est que on caramélise après au fur et à mesure et ça fait cette peau croquante et tout le moelleux à l'intérieur. Ça, c'est franchement sympa. On peut
Dans les garnitures, c'est aussi... alors ça, c'est bien, c'est pour les gamins. La patate douce, tu vois, alors là, c'est moi qui vais faire la grimace, c'est un truc... Ok. C'est trop sucré pour moi. T'aimes pas entendre les patates crier. Non, ça c'est... au niveau des saveurs, c'est trop sucré pour moi. J'en fais de temps en temps, hein, parce que mon collègue avec qui je suis au fourneau adore la patate douce, donc de temps en temps, j'achète des patates douces. On se fait ça au four, donc la version la plus simple, vous épluchez, vous coupez ça en gros cubes dans une plaque, un filet d'huile, sel, poivre, et vous faites ça rôtir patates sautées, quoi. C'est la version des patates sautées. Patates douces, la vitelotte, qui a quand même une petite pointe de sucré. Il y a un cœur de salade qui porte bien son nom, la sucrine, donc qui ressemble à une mini salade romaine. Donc pareil, il a une petite pointe sucrée qui est fort agréable. Même les endives crues, moi cuit, tu vois, je supporte pas, c'est de l'amertume. Mais cru, je trouve que ça a une petite pointe sucrée fort agréable. Ça me fait penser à une salade que j'avais fait en garniture et qu'on peut faire en plat principal version végétarien. C'était une salade d'endives, clémentine. Donc là, on est vraiment sur le côté orangé. Ça casse vraiment bien le goût, l'amertume des endives, elles sont vraiment trop amères. Donc on peut se permettre de mettre le cœur des endives. C'est souvent là où il y a la partie la plus amère. La petite partie pointue quand on épluche nos endives. Fruits secs, j'étais sur des amandes pour vraiment rester sur le côté gourmand. Et sur les herbes de la sarriette. Alors, oui, il y en a en ce moment, si j'en ai vu. Et les clémentines, c'est quoi la période ? Clémentine, on est dedans. Alors je confonds. Parce qu'il y a toujours les mandarines et les clémentines. Il y en a, c'est en hiver et l'autre, c'est en été. Ouais. Donc, clémentine, là, c'est ça pas doit être l'hiver, clémentine. plutôt ? Non. Ah ouais, alors c'est ça. Mandarine, il là. me Mandarine. On Mandarine mange en des ce moment. clémentines à Noël, je crois. Mandarine, oui, c'est ça. Donc, c'est les mandarines en ce moment. Et des endives, il y en a toute l'année. Donc, D'accord. ça, c'est pas compliqué, vu que ça pousse dans la cave. Il n'y a pas besoin de soleil. Ouais, ça... Alors, point de fromagère là-dessus, si vraiment je veux rajouter un fromage sur ce genre de salade, ouais, du chèvre. Je vais chèvre ou brebis. Mais vraiment un truc... avec un peu d'acidité, parce que sinon on va avoir trop de sucre. Dans les trucs, pareil, j'en ai déjà parlé souvent, mais les crudités, quand vous faites des carottes râpées, allez chercher du jus d'orange, allez chercher, si vous voulez de l'amertume, un jus de pamplemousse. Hein. Voilà, pour rebooster. Pareil, on est toujours sur du sucré-salé. Une petite pointe de miel dans votre vinaigrette aussi, ça peut par exemple, si elle est trop acide, on a mis trop de vinaigre, au lieu de rajouter de l'huile et se retrouver avec 6 litres de vinaigrette, hein, petite pointe de sucre, ça casse l'acidité. Allez jouer aussi sur les huiles qui ont des notes de fruits. Alors on dit l'huile d'olive. Il faut une très très bonne huile d'olive et ça coûte très très cher. Mais sinon, un petit peu d'huile de noisette, voilà. On met pas que de l'huile de noisette, on en met un tout petit peu, on complète avec une huile neutre, genre tournesol ou colza. Et là, l'huile de noisette, elle va juste, pour rehausser le goût, ramener un peu de fruits secs. On peut ramener le fruit sec directement aussi, parce que c'est riche en oligo-éléments. Ok. J'abrège maintenant, c'est de pire en pire. Dans les plats que j'aime beaucoup... Ah, le plat préféré de ma chérie, le poulet au citron. Ok. On va revenir un peu dans le carnet. Poulet au citron, je fais revenir un oignon, mes morceaux de poulet, tout simplement dans une huile neutre, salée, poivrée. Là, je vais rajouter le zeste de citron, donc je le râpe, tout simplement. Ça amène déjà une partie. Ensuite, je presse mon citron, je verse le jus, comme ça je gâche rien. Je laisse revenir un tout petit peu. Je rajoute la fécule de pomme de terre ou de la maïzena. Ça, c'est pour la liaison. Je complète avec de l'eau. Et par contre, là, je laisse cuire. Alors, je mouille à hauteur. Je mets de l'eau à hauteur dans la marmite. Et je fais réduire au moins de moitié. On fait attention à la consistance parce que comme on fait une liaison avec de la fécule, ça risque de brûler, coller au fond, donc faut mélanger régulièrement. Et par contre, je vais goûter parce que s'il y a trop d'acidité, là, je vais rajouter du sucre. Généralement, je rajoute toujours pour justement le côté gourmand.
Voilà, ça c'est ma version rapido du poulet au citron. Sur les plats comme ça aussi, filet mignon de porc au pruneau. Ça aussi, c'est les plats oubliés. On peut faire aussi une daube de bœuf, daube de canard au pruneau, mais juste, vous prenez un filet mignon, vous le posez au fond d'un... Ah, moi je triche. Je mets des rondelles de pommes de terre au fond du plat, de l'oignon. Ça me fait une base, ça évite que la viande colle au fond du plat. Ça m'amène déjà une garniture. Donc en fait, c'est un peu les pommes de terre Anna simplifiées. Ensuite, je pose mon filet mignon. J'entoure un petit peu de pruneau. Dessus, alors vin blanc ou vin rouge, selon les écoles. Si vous voulez un peu d'acidité, plutôt vin blanc et fraîcheur. Et par-dessus, je mets des branches de romarin ou de thym frais. Ça dépend ce que me donne le jardin. D'accord. Généralement, je suis sur le thym. Genre de recette. Je mets au four. Quand le filet mignon est bien coloré, généralement, je mets un papier aluminium dessus pour finir la cuisson tout doucement. Voilà. Faut que ça confie. Là, on est vraiment sur le sucre. Hein. Avec le pruneau, là, ça risque même d'être un peu violent. Qu'est-ce que je faisais aussi? Des filets de rouget aux agrumes. Ça aussi, c'est pas mal. Ça. Souvent, le filet de rouget, je l'associe aux agrumes. Là-dessus, donc, le zeste d'une orange, le zeste d'un citron. Au fond d'un saladier avec de l'huile d'olive, le jus de l'orange, le jus du citron pour amener mon acidité. Donc ça va même précuire vos filets en fait dans ma marinade. Du sel, du poivre bien évidemment, herbes fraîches, ciboulette, de l'ail, du thym, du romarin si on veut. Et là je mets mes filets de rouget à mariner là-dedans. Et le lendemain, je sors. Marinade, ça veut dire je fais ça la veille généralement. Je laisse bien mariner une nuit. Et le lendemain, je poêle juste mes filets de rouget. D'accord. Et je râpe juste un petit peu de zeste par-dessus. Voilà. On peut mettre une petite cuillère à soupe de marinade à la rigueur à côté. Une crudité avec ça, ça passe très très bien, quoi. C'est un plat d'été, le petit filet de rouget comme ça. C'est tout simple. Dans les associations de goût aussi, la pêche, on l'a déjà fait il y a quelques moments. Le tagine, j'en ai parlé tout à l'heure. Tagine, c'est pas mal. C'est dans une cocotte. On va dire ce que j'appelle les légumes à couscous. C'est-à-dire, j'essaie de respecter au plus près les origines du plat, c'est-à-dire aubergines, tomates, courgettes, pois chiches, tout ça colle bien. On reste sur les légumes d'Afrique du Nord. Ça, c'est au niveau de mes légumes. De l'agneau ou du veau, on peut le faire au poulet aussi. Au poisson, ça marche très très bien. Là-dessus, j'irai sur vraiment viande blanche, veau, poulet. Dessus, alors ça c'est ma base de légumes, ma semoule, ma viande, je vais la faire colorer. Là-dessus, je vais mettre quelques épices quand même. Alors rasé à la noute, c'est un mélange tout fait. Moi j'aime bien cumin, curcuma, une pointe de paprika, simplement au niveau des épices. Ça va colorer un peu plus la viande. Là je rajoute oignons, carottes. L'ordre des légumes, c'est important parce que sinon ça brûle. Okay. Voilà. Dessus, et là-dessus, moi, ce que j'aime beaucoup après, c'est je rajoute abricots, amandes. Quand il y a les amandes fraîches, alors là, c'est encore plus terrible. Sinon, bon, des amandes sèches, c'est pas bien grave. Elles vont se granger, elles vont gonfler un petit peu. Et au fur et à mesure, je rajoute mes légumes en fonction des temps de cuisson. Donc après, je vais mettre mes aubergines. Au début, c'est pas grave, ça fond les premiers, là, l'oignon, la carotte, c'est sert de garniture, principale garniture aromatique. Et là, on est vraiment sur les légumes qu'on va déguster derrière. Derrière, je rajoute donc mes aubergines parce que c'est le plus long à cuire. Après mes courgettes, après une ou deux tomates, même si c'est pas vraiment à Afrique du Nord, mais bon, c'est juste pour amener un petit peu d'acidité. S'il faut, on booste avec un petit peu de miel, mais normalement les abricots, ça envoie vraiment du sucre. Là, il y a les premiers.
Et derrière, après, juste une semoule et voilà quoi. C'est pas un couscous, hein, attention, ça n'a rien à voir. Faut pas mélanger les torchons et les serviettes. J'ai encore le droit à une ou deux recettes. Une petite dernière. On parle un peu de sucré. Allez, un peu de sel dans le sucre. On va inverser un peu. Alors, quand je dis du sel, déjà, le sel est un exauceur de goût et on l'utilise régulièrement en pâtisserie. On fait une pâte à crêpes, pincée de sucre, ou vous faites même n'importe quel gâteau, mettez une petite pincée de sucre. Ça va rehausser le goût des fruits secs, des fruits frais, du chocolat, même sur du chocolat, une petite pointe de fleur de sel dessus. Ça va amener un peu plus de craquant encore. Dans une mousse au chocolat noir, une petite pincée de sel, ça match. Hein. Le caramel beurre salé, quoi. On va pas y couper, hein, les Bretons ont envahi le monde avec ça. Non, c'est bon. On parle souvent caramel beurre salé. Bon. La pointe de sel aussi dans une salade de fruits. Faut oser, mais essayez la pointe de sel, les épices. Dans le sud-ouest, dans la famille du côté de ma maman, on mange le melon souvent en entrée en mettant du sel et du poivre dessus. D'accord. Pour eux, c'est un légume. C'est pas on le mange en entrée, mais en on entrée, met je suis d'accord, mais du poivre sur du melon, j'avoue que je suis j'ai étonnée. essayé, ça rehausse le goût. Okay. C'est osé, mais ça fonctionne très très bien. Non, le sel, c'est un exhausteur de goût. Le sucre, non. C'est juste pour que ça monte directement à la tête et que ça fasse du bien. Ouais, c'est du plaisir. Hein. C'est du plaisir pur. Et le sel en pâtisserie, il est utilisé régulièrement dans votre pâte feuilletée, dans quoi que vous fassiez, un fond de tarte, pâte brisée, pâte sucrée, petite pointe de sel et vous allez voir que ça va améliorer votre pâtisserie. Voilà. On va quand même préciser avec modération. Tout ça, avec modération. Évidemment, le sucre, on parle du sucre, mais il faut le faire avec modération, bien sûr. J'ai plus parlé de sucre naturel. C'est vrai, non mais je n'ai pas parlé de sucre blanc. Je me dois de le préciser, Michel, quand même. En tout cas, merci, tu nous régales toujours avec tes recettes et on va se retrouver bientôt. Samedi. Ouais, qu'est-ce qui se passe samedi ? Normalement, il y a du lourd, il y a du très lourd. Alors, samedi, je serai toujours en compagnie de Henri. On va parler des grandes tablées, des banquets, de la cuisine collective, de la cantine. Et normalement, nous aurons la chance d'avoir Benoît, un ancien animateur de l'émission de Gastronomiquement Vôtre, qui va faire son petit retour tout doucement, parce que c'est un cantinier à la base, il travaille dans la cuisine collective, donc il va nous parler normalement des contraintes de son métier. Donc ça risque d'être un peu lourd, mais bon, voilà, il n'y a pas que des côtés... magique dans la cuisine et peut-être deux guest stars, Guillaume le cantinier, une star de TikTok, et une autre star parce qu'il a fait des folies, c'est Jason Chicandier, parce qu'il a fait le record Guinness record de la plus grande raclette. Ok. Donc, on parle de 2000 personnes qui ont mangé de la raclette. Et il est en train de préparer un poulet frites géant aussi à Saint-Étienne. Donc voilà, on va essayer de les avoir au téléphone. D'accord. Voilà. Ok, donc ça se passe samedi, sur les ondes de 11h. Westrack, samedi à 11h. Et puis on peut toujours réécouter en podcast si on n'a pas l'occasion d'être là pour écouter tout ça directement sur le site de Westrack. Merci Michel. Merci. On se retrouve samedi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine à nouveau pour un autre Maga à l'Ouest. Et on va se quitter parce que c'est vrai qu'on discute, mais on a bien dépassé. On va donc se quitter tout de suite en musique avec un artiste qui s'appelle Ikana Bor, qui nous emmène avec son titre Pigeon. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Demain, l'invité, c'est à 17h et c'est la marche des fiertés. Très bonne soirée. Fatule ikane bori ma, fatule ikane bori.
can dance on her high heels. She can dance, she can move, she can dance